nous avons exigé du commandement notre départ vers des camps aménagés afin de mener un travail actif contre des officiers. Nous avons décidé de renforcer la propagande contre la discipline tsariste existant dans la division, d'organiser plus souvent des réunions de soldats dans la division et dans les hôpitaux, d'exiger le départ immédiat en Russie du corps expéditionnaire et d'informer le comité des ouvriers et de soldats de Petrograd de nos actions. Vous voyez, dans les hôpitaux, c'était un centre névralgique, disons, où l'information circulait, où en même temps, les réunions faisaient qu'ils préparaient le matériel pour envoyer sur le front, dans les tranchées, pour les autres soldats russes. Et donc, on est dans cette situation quand va y avoir l'offensive Nivelle, l'offensive de printemps qui va être lancée, dans laquelle les deux brigades, la première et la troisième brigade, sous la direction de la 5e armée française, vont être engagées pour des objectifs extrêmement ambitieux, reprise du fort de Brimont, et voilà. Et donc, je passe rapidement, mais l'offensive Nivelle, qui va débuter le 16 avril, si je me souviens bien, qui va durer 4 jours, avec le bilan que vous voyez là, 270 000 soldats français tués ou portés disparus, dont 6 000 soldats russes sur quasiment les 20 000 des deux brigades. Donc c'est un pourcentage quand même de pertes extrêmement important pour les deux brigades russes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'offensive, avant le 16 avril, je crois que j'ai là, et peut-être que je vais, si je le retrouve rapidement, je vous le dire. Oui. Les comités de soldats russes se sont réunis pour savoir s'ils allaient répondre à la décision de mener l'offensive Nivelle ou s'ils n'allaient pas y aller. Ils sont dans une situation où ils ont exigé auprès de leur état-major leur rapatriement en Russie. Ils veulent participer de ce mouvement. Comme on parle de distribution de la terre, il y a beaucoup de moujiks aussi, ils veulent être là, ils veulent participer de cette révolution qui a démarré dans leur pays. Ils ne veulent plus combattre, ils se rendent compte un an après qu'ils ont été échangés comme chair à canon contre des armes, et ils veulent rentrer. Et donc, l'exigence qui sourd parmi ces 20 000 Russes, parmi ces 20 soldats, nous voulons rentrer, nous voulons être rapatriés, nous ne voulons plus combattre. Et donc, quand je dis ils vont voter avec leur comité pour savoir s'ils font l'offensive Nivelle ou pas, c'est à une courte majorité, d'après les témoignages qui ont été écrits par la suite de ceux qui ont vécu ça, c'est à une courte majorité qui décide de répondre positivement, de faire l'offensive Nivelle et d'y participer, mais pour solde de tout compte, et qu'après ce sera fini, ils ne combattront plus. Et donc ils vont s'engager, ils vont avoir 6 000 hommes qui vont périr, mais voilà. Oui, je vous lis cet extrait-là, y aller ou pas. L'heure de la grande offensive approche, il est prévu que les brigades russes y participent. Le 15 avril, veille de l'attaque, se déroule une scène surréaliste aux yeux du commandement. Les comités des deux régiments de la première brigade se réunissent dans la cave du château de Saint-Thierry pour décider s'ils vont combattre ou non. Ils votent à une courte majorité leur participation à la grande offensive, qui doit permettre la percée décisive du front entre le chemin des Dames et le mont Sapignol, mais demandent en échange le rapatriement en Russie. Voilà. Et donc, on a, après l'offensive Nivelle, là, on a une montée en puissance de ce qui va déboucher sur une révolte généralisée des deux brigades. Et cette révolte, disons, va avoir son point le plus important, ça c'était une vue sur les soldats, voilà. C'est le 1er mai. On va retirer les brigades russes du front et on va les mettre en cantonnement dans la Marne, à Champaubert dans la Marne. Et là, les soldats russes vont décider de faire une grande fête pour le 1er mai, un grand rassemblement pour le 1er mai. Et ils vont préparer ça, et il y a des écrits magnifiques de Stéphane Gavrilenko là-dessus, sur la préparation du 1er mai, où ils vont, comme des soldats, ils vont défiler, mais ils vont défiler eux-mêmes, sans leurs officiers, sans leurs généraux. Et puis les généraux vont venir et puis ils vont demander à être invités. Donc ils vont accepter qu'ils viennent. Mais ils vont devoir répondre de tous les actes dont ils ont été coupables depuis un an envers les hommes de troupe. Et là, il va y avoir une confrontation de ces milliers et ces milliers de soldats qui vont fabriquer des oriflammes, des drapeaux, qui seront dans les deux langues, en cyrillique, mais y compris en français. Vous en avez un là ici où il y a liberté dessus. Et il y en aura plein comme ça. On a des photos d'archives qui montrent leur banderole pour une Russie libre, pacifique, socialiste. Je crois que ça veut dire ça, ce qu'il y a derrière là-bas. Je ne connais pas le socialiste. Donc vous avez toute une préparation pour que ce soit vraiment une manifestation pour dire nous voulons rentrer, nous ne voulons plus combattre, et c'est la paix que nous voulons, et nous en avons assez
d'avoir été pris comme chair à canon finalement, encore une fois. Et donc vous avez un moment très fort dans ce rassemblement. Là au milieu vous avez la tête d'un cheval, c'est un cheval blanc, c'est le cheval du général Palitzin qui commandait donc les deux unités, les deux brigades. Ce vieux général qui avait été un des responsables de la répression en 1905, la répression organisée par le tsar contre les ouvriers et les ouvrières qui manifestaient. Et donc lui c'est pareil, il va être interpellé mais violemment, il va être obligé quasiment de s'enfuir parce qu'il se serait fait étriper, combien d'autres. Et donc on peut dire que c'est le mouvement haut, ça, de la révolte, quand les soldats sont un peu en retrait du front, mais voilà, c'est ce qui va aussi faire que l'état-major décide, puisque ces brigades deviennent incontrôlables, ne veulent plus combattre, de choisir un endroit, mais là, encore plus retiré du front, et c'est pour ça qu'on va décider de les envoyer au camp de la Courtine, qui est un camp important, 6 000 hectares, qui existe depuis 1904. On va le vider, puisque la 12e région militaire, Limoges, Brive et tout ce que ça concernait, se servait de ce camp comme camp d'entraînement des forces françaises. On va le vider pour accueillir donc les soldats russes. Et c'est ainsi que la première brigade va arriver à la Courtine le 26 juin 1917. Voilà. Les soldats russes qui sortent du train sur le quai de la gare à la Courtine avec leur banderole. Je ne me souviens plus exactement ce que veut dire cette banderole, mais je vous retrouverai ça, je vous en parlerai plus tard. Et donc ils vont rejoindre le cantonnement qui a été prévu pour eux. Enfin prévu pour eux, ça va être un cantonnement de tentes, c'est leur propre tente. Et donc ils vont être dès le soir du 26 juin en caserne. La 3e brigade, on voit les tentes là en bas, la vue générale. La 3e brigade va rejoindre le 5 juillet, donc quelques jours après la 1re brigade. Je vous ai rapidement évoqué tout à l'heure le fait que le recrutement en Russie avait été dans des régions différentes et que sociologiquement, ce n'était pas les mêmes compositions. La 1re brigade, je vous l'ai dit, c'était principalement des gens de souche ouvrière, des employés, des gens qui étaient éducation, instruction, culture et tout, pour beaucoup d'entre eux. La 3e brigade, c'est principalement des moujiks, donc des paysans, qui n'ont pas forcément ce vécu, cette histoire et cette conscience de classe des gens de la 1re. Et donc elle est moins, je veux dire, en mutinerie, si je puis dire, que la 1re brigade. Mais ils vont se retrouver quasiment donc à 16 1600. Hein, la 1re brigade, elle arrive, ils sont 9 859, la 3e, ils sont 6 617, donc ils sont 16 476. Théoriquement, à l'effectif, le 5 juillet, sur le camp militaire de la Courtine. Et là, il va y avoir pendant 2-3 jours des meetings incessants pour que les mutins de la 1re brigade gagnent à leurs idées, ceux qui sont un peu plus tièdes, un peu moins chauds, pour leur dire révoltez-vous, faites comme nous, virez vos officiers, virez vos généraux. Et donc, il va y avoir cette situation où les uns et les autres vont essayer de se convaincre mutuellement. Tant et si bien que le général Lovitsky, qui dirige la 3e brigade, fait sortir tous ces hommes du camp de la Courtine pour les amener un peu plus loin à Felletin, pour éviter qu'ils soient contaminés complètement. Et je pense que c'est la raison essentielle qui fait qu'on a éloigné ces milliers et ces milliers de la 3e brigade de leurs camarades de la 1re, c'était pour éviter qu'ils soient acquis à la cause des mutins. Je voudrais vous lire quand même un truc que j'ai oublié tout à l'heure, mais qui me semble important, parce que ces soldats russes là, qui participent à l'offensive Nivelle, ils sont sous direction de l'état-major français, et ils sont en contact avec les troupes françaises.
Et on est à un moment où commencent les mutineries dans l'armée française, qui vont aller jusqu'au mois de juin, qui vont être réprimées par Pétain, vous le savez. Les mutineries dans l'armée française vont toucher des dizaines et des dizaines de compagnies, des milliers d'hommes, mais elles n'auront pas le soubassement et les revendications qu'avaient les soldats russes. Principalement, les revendications des soldats français qui vont se mutiner, ça va être pour avoir des permissions. Ça fait des mois et des mois que les uns et les autres, ils sont dans les tranchées, ils n'ont pas de permission, et ça va être la revendication majeure qui va dominer et qui va les organiser. Et on pose souvent la question, mais est-ce que les soldats français savaient que les Russes, à leur côté, se mutinaient, avaient des délégués, des comités, qui refusaient de combattre, qui demandaient à rentrer chez eux? Et vous avez plusieurs témoignages comme ça, mais un qui est extrêmement important, qui est dans un bouquin qui s'appelle Les carnets de Louis Barthas. Peut-être que ça vous dit quelque chose, Louis Barthas, bien sûr. C'était un tonnelier de l'Aude, et qui a écrit lui aussi son journal de guerre, jour après jour, qui a été publié par Rémi Casal, l'historien. Et on découvre dans les carnets de Louis Barthas une dizaine de pages sur les brigades russes, où il montre que non seulement il savait ce qui se passait dans les brigades russes, la révolte, la colère, voilà, mais il explique plus que ça, Louis Barthas. Je ne vous lis pas 12 pages, je vous lis juste un tout petit paragraphe qui montre que ce qui se passait chez les Russes avait une influence directe dans les mutineries de l'armée française. Louis Barthas, il dit dans son carnet de guerre, « En ce moment éclata la révolution russe. Ces soldats slaves, hier encore pliés, asservis à une discipline de fer, allant au massacre comme des esclaves résignés, inconscients, avaient brisé leurs joues, proclamé leur liberté et imposé la paix à leurs maîtres, à leurs bourreaux. Le monde entier était stupéfait, pétrifié de cette révolution, de cet écroulement de cet immense empire séculaire des tsars. Ces événements eurent leurs répercussions sur le front français et un vent de révolte souffla sur presque tous les régiments. Le 30 mai à midi, il y eut même une réunion, il parle de son régiment, en dehors du village pour constituer, à l'exemple des Russes, un soviet composé de 3 hommes par compagnie qui auraient pris la direction du régiment. À ma grande stupéfaction, on vint m'offrir la présidence de ce soviet, c'est-à-dire pour remplacer le colonel, rien que ça. Je vous passe la suite est marrante parce qu'il dit « je ne voulais pas me faire fusiller, donc je n'ai pas accepté et tout ». Mais ils étaient parfaitement au courant, et non seulement ils étaient parfaitement au courant, mais ils se posaient la question de faire à l'image des Russes, des comités, d'élire des délégués, de porter les revendications avec les délégués et tout. Et donc c'est ça qui a amené aussi l'état-major français et l'état-major russe à dire il faut les éloigner de tout contact avec tous les autres régiments. C'est ça qui a motivé, disons, cette arrivée à la Courtine. L'effectif des premières brigades qui arrivent, je vous en ai parlé. Donc, Lovitsky, le général qui dirige la 3e brigade, les éloigne et ils établissent un campement à Felletin, à 25 km de la Courtine. Et tiens, pour vous parler de Felletin, c'est intéressant parce que ils arrivent les premiers, le 26 juin, et dans le film dont je vous parlais tout à l'heure, là, de François Limousin, il y a des témoignages de gens dont les parents étaient là en 1917. Alors ils expliquent, bon, quand on a vu arriver ces Russes, on a fermé tout, on a tout fermé et tout. Puis le soir, on s'est posé le problème parce qu'il y avait des milliers de soldats qui étaient dans les rues et tout, donc on a réouvert les bistrots. Et à cette époque-là, les bistrots à la Courtine, il y en avait de mémoire 70, je crois. Oui, c'était un truc de... Bon, ils ont ouvert les bistrots, puis ils se sont rendus compte que les Russes, bah, c'était comme tout le monde, hein, ils buvaient un coup, 2 coups, 3 coups, puis ça se passait bien, sans problème, sans trop de problèmes et tout. Et donc, il y avait ce témoignage, bon, du fait que la population était plutôt agréablement surprise, que tout se passe assez bien avec ces soldats. Et à Felletin, la 3e brigade, donc, on a aussi des témoignages. Je vais vous en livrer un parce qu'il est intéressant sur la façon dont les gens ont perçu la présence de ces soldats russes. Voilà. C'est une dame hein, qui explique. Ces soldats qui venaient de la Courtine avec une réputation presque de sauvages se révélèrent les meilleurs des hommes du monde durant leur séjour de presque un mois à Felletin. À part quelques-uns qui buvaient comme des outres, la généralité était composée de braves garçons, très doux, sociables, délicats et polis, et surtout d'une générosité dont tous les commerçants peuvent témoigner. Tout le temps qu'ils restèrent parmi nous, il n'y eut rien à leur reprocher, au contraire, le jour de la fête nationale, leur musique donna un concert. Par la suite, ils organisèrent une fête dans le hall de l'école primaire supérieure,
Ils en firent profiter toute la population, ils avaient d'ailleurs bien fait les choses, ils payèrent tous les frais et ils offrirent même gratuitement aux spectateurs les rafraîchissements. Bon, un petit témoignage qui montre que ce n'était pas des sauvages. Donc on est dans la situation où on a en Creuse à ce moment-là un peu plus de 16 000 Russes, 9 000 et quelques dans le camp de la Courtine, qui eux sont en mutinerie réelle, il n'y a plus de commandement, les exercices continuent avec, disons, des hommes du rang qui les organisent, et puis c'est eux qui organisent la vie. Ils ne restent pas 24 heures sur 24 dans le camp, ils vont au village de la Courtine, ils vont ailleurs y compris, et on aura plein de témoignages, y compris de photos qui montrent ces soldats participer aux travaux des foins, participer également aux autres travaux, puisqu'à ce moment-là, dans les fermes, à part les femmes, les vieillards et les enfants, il n'y avait pas d'hommes. Ils étaient soit au front, soit blessés, soit morts, les autres. Et donc les Russes vont participer dans les fermes alentours aux travaux agricoles, et on en aura les témoignages, bien évidemment, sur ces questions-là. Et donc, on est dans cette situation, donc juillet, où le gouvernement provisoire russe en Russie envoie des émissaires pour rencontrer ces soldats en Creuse, pour leur dire il faut que vous repreniez, vous êtes là pour ça, c'est l'accord qui avait été passé, vous devez revenir combattre, même si vous gardez vos comités, mais vous devez revenir combattre. Et c'est une fin de non-recevoir donc de tous ces hommes qui sont de plus en plus radicalisés, excusez-moi d'employer ce terme, mais j'en vois pas d'autres, et qui font valoir leur exigence de plus en plus fort. Il va y avoir des pourparlers et des négociations. Baltaïs, à ce moment-là, c'est lui qui est le dirigeant du soviet des soldats mutinés de la Courtine, va être convié avec d'autres délégués à rencontrer à Paris les émissaires du gouvernement provisoire russe et de l'état-major français et russe. Et les négociations vont tourner court. On est fin juillet, on va faire comprendre à Baltaïs qu'il faut rendre les armes, dissoudre les comités et revenir au combat. Et lui, Baltaïs, il s'aperçoit dans l'échange qui a lieu donc, avec l'ensemble des personnes qui sont en face de lui, que ça ne va pas rigoler et que de toute façon, c'est ça ou ça va être la répression. Et donc il rentre à la Courtine, et le soir, je crois que c'est le 26 juillet au soir, il rend compte, en formulant son propre état d'esprit, en disant nous devrions peut-être faire un geste de rendre nos armes, déjà dans un premier temps, pour voir si de l'autre côté, on envisage notre rapatriement comme nous l'exigeons et tout. Et donc il va essayer un compromis. Et là, il se fait radrouer, il se fait virer du camp et de son poste de président du Soviet. Et il quitte le camp de la Courtine et il est cueilli à la sortie du camp avec 150 autres de ses partisans par l'armée française et il les amène directement à Bordeaux en prison. Et donc il va être remplacé par Globa, Afanassi Globa, on verra tout à l'heure, Pierre Kiliaïev et bien d'autres qui vont prendre la direction de la mutinerie et du soviet de la Courtine. Donc cette tentative a échoué, ça n'a fait qu'endurcir dans leurs propres convictions les soldats qui sont en mutinerie sur le site de la côte. Il va y avoir 4 ultimatums en tout donnés à ces soldats en mutinerie pour exiger d'eux un retour normal aux choses, je veux dire. Ils refuseront tous ces ultimatums. Le dernier de ces ultimatums étant le 14 septembre, on leur dit vous avez jusqu'au 16 septembre au matin à 10h pour rendre les armes. Et le général Combi, qui dirige les opérations militaires pour la France, a fait venir 5000 hommes, soldats français, de l'armée française, qui vont, eux, servir de deuxième rideau tout autour du camp, et par contre, ils vont, l'armée française et l'état-major russe, recruter dans la 3e brigade dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils sont restés un mois à Felletin, et on les a envoyés au camp du Cournot, dans le bassin d'Arcachon. Et là, sur ces effectifs de 7000 soldats qui ont été amenés au bassin d'Arcachon, on va en prélever 1700, qu'on juge assez fiables, capables de tirer sur leurs frères s'il le faut.
Et puis on va prendre également des artilleurs qui arrivent de Russie, qui ont été débarqués, qui doivent partir à Salonique. Non, ils ne vont pas partir à Salonique, on va les faire monter à Aubusson, et puis on va les rapatrier à la Courtine. Et on va donc avoir grosso modo 3500 Russes, jugés compétents, fiables, pouvant servir de premiers assaillants sur leurs frères, si leurs frères mutinés refusent de se rendre à l'ultimatum. Et donc on a, entourant le camp de la Courtine, 5000 Français derrière, et puis 3000 et quelques Russes qui sont là, avec les canons de 75, puisque c'est des artilleurs et qu'on leur a fourni tout ça. Donc je passerai rapidement, parce que je vois que le temps avance. Juste un petit témoignage, oui. Quand je vous disais que, bon, ces soldats qui sont en mutinerie, c'était pas, je veux dire, ils discutaient beaucoup, ils se réunissaient, ils avaient un soviet, il y avait tout ça. Ils avaient plein d'autres choses, hein. Ils avaient un orchestre symphonique, ils avaient une pièce ils avaient des gens qui avaient monté une pièce de théâtre avec des gens de la Courtine, ils donnaient des représentations de théâtre, et vous verrez dans le cahier, la numéro 5 qui vient de sortir, vous avez des photos d'époque, vous avez la troupe de théâtre, des soldats, avec des gens de la Courtine qui sont habillés, voilà, et qui donnent des représentations et tout. Donc vous aviez tout ça, et puis vous aviez donc comment dirais-je, ces milliers de soldats qui discutaient toute une série de choses. Il y a l'ambassadeur Noulins, qui était l'ambassadeur français, qui était à Moscou, qui lui aussi a publié ses mémoires peu après ces années-là, et il écrivait sur les mutins de la Courtine. Regardez bien avec le langage, disons, et la suffisance d'un ambassadeur, ce qu'il pouvait dire à ce moment-là sur ces soldats. Des moujiks, écrit-il, d'une ignorance complète, venue du fond de l'Oural ou des rives de la Volga, pérorés à l'infini, tranchés, décidés non seulement sur le devoir des officiers envers les soldats, l'administration des corps de troupes ou les problèmes tactiques, mais encore sur les buts de la guerre mondiale, sur l'impérialisme des gouvernements occidentaux, sur les droits de la France au Maroc et dans ses colonies. Et oui, moi je suis assez convaincu que ces soldats ne parlaient pas simplement de leur rapatriement, mais parlaient de tout ce qui se passait, de tout ce qui les entourait, de tout ce qu'ils connaissaient, ou de tout ce qu'ils aspiraient à connaître. Et c'est ça qui a fait d'ailleurs leur force et la force de cette mutinerie. On arrive donc au mois de septembre, l'ultimatum donné le 14 septembre, et les troupes qui sont en place et qui assiègent donc les mutins. Et là, vous allez avoir donc le 14 septembre l'évacuation du village de la Courtine. Là, c'est pareil, on a des témoignages sur l'évacuation de la Courtine. Je vais vous en lire quelques lignes. Une fameuse Madame Galtier qui dit comment ça s'est passé. C'était pendant l'été de 1917, j'avais à l'époque 9 ans, nous étions à la Courtine, maman, mes sœurs et moi, dans notre vieille maison de la rue de l'Église. C'est alors que des régiments français et russes blancs furent envoyés à la Courtine. Ils creusèrent des tranchées au sommet de la rue de l'Église, d'où ils avaient vu sur le camp et dans la côte, chemin qui reliait la Courtine à la gare. Les Russes avaient amené leur trésor, un énorme coffre en forme de bahut qu'on avait installé au fond de l'entrée, au pied de l'escalier. 2 Cosaques, la lance au poing, on était les sentinelles. À la mairie, on s'affairait pour préparer la liste civile des hommes âgés qui resteraient pour surveiller le village afin d'éviter les pillages. Mon grand-père en faisait partie. De l'autre côté, ma mère décida de nous réfugier à Aigurande où passaient quelques grandes lignes de chemin de fer. Alors, toute la Courtine va être évacuée, il va y avoir une garde civique qui va être là pour veiller à ce qu'il ne se passe rien de trop répréhensible. Et donc, on est au moment où la répression va s'organiser contre les mutins pour obtenir leur édition. Et je ne résiste pas, disons, à l'envie de vous lire ce que Henri Barbusse, que vous connaissez tous, a écrit dans ce qui s'appelle Faits divers en 1927 sur ces moments. Bon, il le dit avec emphase, avec la façon dont écrivait Henri Barbusse, mais c'est quand même quelque chose qui relève aussi du témoignage. Il dit, nous sommes le 16 au matin, donc juste avant l'assaut, la foule des soldats est hérissée de drapeaux rouges. Lorsqu'ils sont venus en cortège au lieu de réunion, ces drapeaux qu'ils tenaient poussaient leur foule comme des voiles. Les orateurs crient en plein air et finissent tous leur discours de la même façon. Nous voulons retourner en Russie, et cela seulement.
nous voulons aller dans la révolution. Un autre dit, nous sommes ici 11 000. Un homme doucereux insinue. Il vaudrait mieux céder et se rendre. Tous ont une seule voix pour crier. Non, la voix de tous ajoute, nous mourrons pour le drapeau rouge. Ils chantent la Marseillaise et l'Internationale. À 10h moins 5, le meeting cesse, la musique joue une marche funèbre. Il y a à l'horizon un grondement sifflant, puis un volcan éclate parmi les hommes sur la terre. 2 musiciens sont tués et s'écroulent. Les autres à côté, des vides, continuent à jouer. On voit tomber des formes humaines dans la fumée, gesticuler des agonies. Des éclairs et des tonnerres arrivent de tous les points du ciel. Ce champ de massacre est en France, dans la Creuse. Ces hommes sont des soldats russes, leur ennemi, leur vainqueur. Ce sont des soldats russes et des soldats français. Bon, j'arrête la citation de Barbus, mais elle est intéressante. Oui, le premier coup de canon donc, a été envoyé. Le premier obus de 75 est tombé donc, sur les mutins à 10h du matin. Et puis pendant 3 jours, ça va être un feu incessant, disons, sur les 9000 et quelques hommes qui sont rassemblés dans le camp. 800 obus vont être tirés, et c'est le 19 au matin que les derniers se rendent autour de Globa et des responsables du Soviet. Ils se sont réfugiés dans le mess des officiers. Le soir du premier jour de canonnage, il va y avoir des premières centaines de soldats qui vont sortir du camp et se rendre. Le deuxième soir, encore plus. Et voilà, ils comprennent que c'est fini. Face au canon, ils n'ont que leur propre fusil, c'est un peu disproportionné. Mais ceci dit, le troisième jour au matin, ça va être quand même une bataille rangée où la reddition ne va être obtenue que par un corps à corps, finalement. Et donc c'est une répression qui va être sauvage et sanglante, et dont le général Clomby, quelques jours après, quand il écrit son rapport officiel, pour le général commandant les opérations, va écrire il y a eu 9 morts et 46 blessés, avec 800 obus qui ont été tirés, avec les bâtiments qui sont complètement éclatés. Bon, ça ne vous étonne pas que l'armée puisse dire ça. On ne saura jamais d'ailleurs exactement entre ces 9 morts annoncés par l'armée française comme bilan de cette mutinerie et cet assaut, et d'autres écrits qui ont eu lieu par la suite. Hein. Vous avez John Reed, ce grand journaliste américain qui a couvert la révolution russe, qui dans 10 jours qui ébranlèrent le monde, son célèbre roman, explique qu'il y a eu 800 morts. Bon, vous avez plein d'autres choses qui ont pu être écrites, qui sont à peu près dans cette épure-là, des centaines de morts. On ne saura peut-être jamais exactement quel était ce bilan. Il y a quelque chose qui s'est colporté la courtine de génération en génération. On a expliqué que le lendemain, le 19 septembre, il y a eu des trains de chaux vives qui sont arrivés pour les charniers et tout ça. Bon, finalement, la difficulté sur un plan établissement des chiffres est rendue très difficile. Parce que quand ceux qui sont restés à Felletin pendant un mois et ceux qui étaient dans le camp, il y a eu des échanges, il y a eu des centaines, disons, de transferts d'une brigade à une autre, de gens qui quittaient la première pour aller voir ceux de la troisième, qui restaient à Felletin, qui sont partis après. Bon. Et donc le décompte qu'a pu faire, y compris l'état-major russe après, est un décompte qui ne permet pas de dire, à quelques dizaines près, combien de victimes il y a eu lieu dans cette répression de la victime. Alors donc on n'a pas trouvé des charniers? Non, on ne les a pas fait déjà. On ne les a pas cherchés, les charniers. On est sur un terrain militaire. C'était un camp militaire. Ah oui, camp voilà, militaire. non, mais je voulais savoir. Ouais. Donc là, vous avez le jour de l'arrestation des responsables, et Globa donc au milieu. Athanasi Globa qui est là, que l'on voit. Voilà. Mais d'après les registres, parce que les soldats, ils étaient bien répertoriés, les soldats russes, d'après les registres, les Russes n'ont pas pu savoir combien il y en avait qui étaient morts là-bas à la courtine. Non, d'une part, les Russes n'ont pas cherché à l'établir, ce bilan, parce qu'on est dans une situation où l'état-major était, lui, extrêmement désolé de cette situation. Eux, ils étaient acquis à la monarchie tsariste qui avait abdiqué.
Ils étaient là contraints et forcés d'encadrer des troupes qui ne voulaient plus d'eux, et donc ils n'ont pas cherché, eux, à établir un bilan qui soit un bilan catastrophique sur le plan humain de la répression de la mutinerie. Bien au contraire, ils avaient tout intérêt à cacher que cette mutinerie avait fait beaucoup de... Il n'y avait pas forcément de formation administrative qui les Et puis par ailleurs, oui, mais même à Vincennes, du point de vue des données de l'armée française. Non, la seule chose qu'on sait, ils sont arrivés à 16 476, les 2 brigades, donc ils étaient là à la Courtine, et le décompte qui a pu être fait après, donc le 19 septembre, quand ils ont arrêté les derniers avec Globa, il y en a 81 qui ont été jugés comme les irréductibles et les meneurs qui ont été conduits à Bordeaux, 300 ont été conduits au camp militaire de Bourg-Lastic dans le Puy-de-Dôme, 249 ont été conduits au Fort Liédo de l'île d'Aix parce que c'était également des meneurs, et 7500 sont restés au camp. Donc ça nous amène à un bilan de 8130. Et la troisième brigade qui était sur le bastion d'Arcachon, eux, on connaît le chiffre à peu près exact, 7500. Donc on arrive à 15 630 répertoriés à la fin, après la répression, alors qu'ils sont arrivés à 16 476. Il en manque 846. Voilà à peu près ce qu'on peut dire. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est pas exact? Ça serait sur un plan scientifique de dire que ces chiffres-là, que le chiffre de 846 est celui qu'il faut retenir. Peut-être qu'il faut le minorer. Voilà. Bon, je vous annonce que notre association, par ailleurs, est en train d'engager aujourd'hui avec les archéologues toute une démarche d'autorisation pour permettre de voir, y compris un siècle après, s'il y a la possibilité de retrouver sur le camp militaire l'emplacement de charniers. On a des méthodes modernes aujourd'hui qui permettent, avec l'archéologie moderne, je veux dire, de pouvoir, avec les drones et tout, voilà. Mais aura-t-on les autorisations officielles des pouvoirs publics et de l'armée? Ça, c'est encore bien. Mais 800, c'est quand même plus plausible que 6. Ben, il me semble, personnellement, il me semble que c'est plus plausible. Désarmées lorsqu'elles ont été retirées du front. Comment? Ces brigades n'ont pas été désarmées lorsqu'elles ont été retirées du front. Non, ils étaient avec leurs armes. Ils étaient avec leurs armes, tous les mutins, ils étaient avec leur... il y avait 1 millier de chevaux qu'ils avaient également, donc c'était aussi une exigence quand il y a eu les pourparlers fin juillet qu'ils rendent les chevaux, qu'ils rendent les armes. Et c'est ça qu'ils ont refusé. Bon. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que l'armée française, c'est elle qui les ravitaillait tous les jours du point de vue des vivres. Et puis ils ont commencé à rationner à partir du mois d'août. Donc ils se retrouvaient dans un état, ces mutins, en septembre, mi-septembre, non pas de quasi-famine, mais ils étaient avec des rations hyper minimum, et ils ne mangeaient pas à leur faim, donc ils ont commencé à bouffer les chevaux aussi. Hein. Donc on est dans cette situation-là, qui était une situation très tendue, dramatique, et voilà. On sait par ailleurs qu'il y en a quelques-uns qui sont repartis, vraiment, ils sont repartis en Russie. Oui. Puisqu'il y a des témoignages internationaux au niveau de l'Allemagne et ailleurs, il y en aurait, je ne sais pas, est-ce que c'est une centaine, est-ce que c'est, qui sont sortis et qui sont repartis, c'est-à-dire qui ont fait ce qu'ils voulaient faire. Oui. Très peu. On a eu parmi, c'est exact, tout à fait exact, on a eu parmi les mutins des gens qui sont sortis du camp, qui sont partis de la Courtine. On ne peut pas les quantifier non plus. Non, c'est ça. Il y a quelques témoignages au niveau d'archives allemandes comme ça qui les ont passés. Et il n'y en a aucun qui s'est installé en France. Ah si, on va y venir. Là. Je vais terminer, on va y venir. On va y venir. Je voulais juste vous parler de ce qui s'est passé donc les jours qui ont suivi la mutinerie à la Courtine avec un témoignage. Hein. Oui, il y a une dame, donc une habitante de la Courtine, qui explique « N'étant qu'à une vingtaine de kilomètres de la Courtine, nous entendîmes quelques déflagrations, cela dura 8 jours, et le télégramme premier arriva enfin, on reprit le train en sens inverse, de la gare à la maison, on remarqua les tranchées, des débris çà et là, en débouchant de la côte sur la rue de l'Église, je vis un spectacle que je n'ai jamais oublié. 2 cosaques à cheval, toujours munis de leur lance, encadraient un homme, un militaire russe, le chef des bolcheviks, Afanassi Petrovitch Globa, qu'on a vu tout à l'heure. Il avait été arrêté, il se trouvait là, car la maison voisine de la nôtre avait été occupée par l'état-major général. On a retrouvé notre maison intacte. Combien de Russes ou de Français ont été tués? On ne nous l'a jamais dit. Alors, j'attaque la dernière partie parce que je vois que le temps passe. Donc, il y a eu une comptabilisation de tous les survivants.